Ok, il y a une date qui doit absolument être sur tous les radars, le 1er septembre 2026. Pour des millions d'entreprises en France, ce jour-là, ce sera soit une transition tranquille, soit le début d'un vrai chaos. Oui, on parle bien de la réforme de la facturation électronique. Ce n'est plus un truc lointain, non, c'est une urgence. Alors voyons ensemble ce qui se prépare. Allez, on se projette un instant. On est en septembre 2026. Les concurrents, eux, ils encaissent leurs paiements en temps réel. Leur gestion est super fluide. Et de notre côté, le silence radio. Les factures sont bloquées, le cash flow est complètement gelé et l'activité paralysée. Non, non, ce n'est pas le scénario d'un film catastrophe. C'est le risque bien réel qui pèse sur toutes les entreprises qui ne se seront pas préparées. Alors, ce choc de 2026, il ne faut surtout pas se dire que c'est un problème pour plus tard. Non, l'urgence, elle est là maintenant. Et on va voir pourquoi le compte à rebours a en fait déjà commencé. Voilà la date, celle aggravée en lettres de feu, 1er septembre 2026. À partir de ce moment-là, c'est simple. Toutes les entreprises françaises, sans aucune exception de taille ou de secteur, devront être capables de recevoir des factures électroniques. Et attention, il n'y aura pas de dérogation, c'est pour tout le monde. Et là, il faut vraiment bien mesurer l'ampleur du truc. On ne parle pas juste d'une petite mise à jour de logiciel, pas du tout. C'est une refonte complète des processus d'achat, de vente, de compta. C'est une transformation qui touche vraiment au cœur du réacteur de l'entreprise, les systèmes, les flux financiers et bien sûr les équipes. Bon, alors, la question qu'on peut se poser, c'est et si on choisit de faire l'autruche, si on attend le tout dernier moment? Eh bien, analysons un peu les risques, parce qu'ils sont bien réels, et même imminents. Ce chiffre, il donne un peu le vertige. 1,5 million. C'est énorme. C'est le nombre d'entreprises, surtout des TPE et des artisans, qui aujourd'hui naviguent un peu à vue, sans les bons outils pour affronter cette vague. Ça veut dire qu'un pan entier de notre économie est potentiellement en sursis. Ce qui est assez fou, c'est que ça dessine une situation explosive. Pensez-y. 30% des entreprises sont en risque immédiat de blocage. Celles qui fonctionnent encore au papier ou avec des outils très basiques. Ensuite, on a 50% qui pensent être tranquilles, mais en fait, leurs logiciels ne sont pas du tout prêts. Et au final, il n'y a que 20% qui sont vraiment en ordre de marche. La vraie question, c'est de savoir dans quelle catégorie on se situe. Ok, pour faire simple, la réforme, elle tient sur 2 piliers. Le premier, c'est l'e-invoicing. En gros, c'est la fin du bon vieux PDF envoyé par email pour les factures entre entreprises en France. Fini. Tout devra passer par des plateformes certifiées. Le deuxième pilier, c'est l'e-reporting. Là, c'est l'obligation de transmettre à l'État les données de vente aux particuliers ou à l'étranger. 2 mécanismes, mais un seul objectif, une transparence totale et en temps réel. Le point vraiment crucial, il est là. Les conséquences, si on attend, elles sont brutales. Et surtout, financières. Une facture rejetée, c'est simple. C'est du cash qui ne rentre pas. Point à la ligne. Et à ça, on ajoute le stress de ne pas être en règle avec le fisc, la certitude de devoir investir dans la panique et donc de payer beaucoup plus cher, et une activité de tous les jours qui risque d'être complètement paralysée. Bon, ok, ça peut ressembler à une montagne à gravir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un chemin bien balisé. Une feuille de route en 5 étapes, pensée pour passer de l'anxiété à la maîtrise totale du sujet. La voici, cette feuille de route. 5 étapes, c'est clair, c'est logique. D'abord, on prend le temps de comprendre et de lancer le projet. Ensuite, on passe à l'audit qui est vraiment l'étape critique. Après ça, on sélectionne les bonnes solutions, on les déploie et pour finir, on sécurise le tout sur le long terme. Voilà, c'est ça, le chemin vers la tranquillité. Alors, première phase. Tout commence par une décision qui peut paraître simple, mais qui est absolument fondatrice. Il faut désigner un pilote dans l'avion. Pas besoin que ce soit un expert technique, mais il faut une personne qui sera le point de contact, le coordinateur, bref, quelqu'un qui tiendra la barre et qui s'assurera que le projet avance. On arrive à la phase 2. Et là, attention, c'est vraiment le moment de vérité. L'audit, c'est un peu comme passer un scanner complet de l'entreprise. Et c'est là, honnêtement, que se joue 80% du succès du projet. C'est logique, on ne peut pas construire une maison solide sur des fondations qui sont instables. Concrètement, ça veut dire quoi, cet audit? Eh bien, ça veut dire cartographier tous les circuits de facturation, analyser les processus actuels, bien sûr, vérifier la compatibilité des logiciels et surtout s'attaquer au point le plus sensible, la qualité des données. Les données clients, les données fournisseurs, c'est un vrai travail de fond, souvent sous-estimé, mais c'est absolument vital. Et cette phrase, elle résume absolument tout. Une seule petite erreur, un mauvais numéro de sirène, une adresse qui manque, et la facture est rejetée. Pas peut-être, non, elle est rejetée par le système, systématiquement. Donc le blocage de la trésorerie, ce n'est pas juste une possibilité, c'est une certitude. La qualité des données, ça devient le nerf de la guerre.
Et voilà, justement, le champ de bataille concret. Ces 5 nouvelles mentions qui vont devenir obligatoires. Le numéro de sirène du client, son adresse de réception de facture électronique, c'est une sorte de checklist de survie. Si ces informations ne sont pas fiables et bien présentes dans les fichiers, la machine va se gripper. Et ce sera instantané. Une fois ce diagnostic bien posé, on passe à la phase 3, le choix des outils. Là, il s'agit de sélectionner la bonne plateforme partenaire, celle qui va devenir le hub central pour tout gérer, envoyer et recevoir les factures. C'est un choix qui est aussi stratégique, finalement, que celui de sa banque. Ensuite, phase 4, on passe à l'action. On connecte les outils, on met en place les protocoles de sécurité et surtout, moment essentiel, on forme les équipes aux nouveaux process. Parce que le meilleur logiciel du monde ne sert à rien si personne ne sait s'en servir avec confiance. C'est l'humain qui reste la clé du succès. Et enfin, on arrive à la phase 5. On s'assure que tout ça va durer dans le temps. La conformité, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut mettre en place un archivage sécurisé pour 10 ans et toujours continuer à évaluer, à optimiser les processus. Le but, ce n'est pas juste de franchir la ligne d'arrivée de 2026, c'est d'être encore plus performant après. Parce que c'est là, en fait, que tout prend son sens. Une fois que cette transition est maîtrisée, cette contrainte légale, eh bien, elle se transforme en un formidable avantage compétitif. Et les bénéfices y sont vraiment spectaculaires. On parle de délais de paiement réduits, d'une bien meilleure gestion de la trésorerie, de la quasi-disparition des erreurs manuelles. Les tâches administratives s'automatisent. Mais le gain le plus précieux, au fond, c'est le temps. Du temps qui est libéré pour que les équipes puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment, la croissance, l'innovation, le service client. Le secret pour vraiment réussir cette métamorphose, c'est de ne pas y aller seul. S'appuyer sur un partenaire expert, comme un expert comptable par exemple, c'est un peu comme avoir un copilote qui connaît déjà la route. C'est ce qui permet de transformer cette obligation en une vraie opportunité. Au final, le choix est assez simple. Soit le 1er septembre 2026 devient une date de crise, une source de stress et de blocage, soit elle devient la date de lancement d'une entreprise modernisée, plus efficace, plus performante. Et ce choix crucial, il ne se fait pas en 2026, il se fait maintenant. La question, ce n'est donc plus de savoir pourquoi il faut agir, mais plutôt comment on commence. Face à cette urgence, quelle sera la toute première action, même si elle est petite, à lancer dès demain pour sécuriser la transition ?